Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous tête-à-tête, une formule mise en place par Raymond Chabot-Grant Thornton pour répondre à des enjeux de l'heure et vous permettre d'avoir accès évidemment à une série de personnalités de très haut calibre pour nous donner leur perspective sur des sujets qui nous interpellent tous et qui sont d'actualité. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et le privilège d'accueillir l'honorable Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec, associé chez Davies Ward, Phillips & Weinberg, un homme d'État qui, dans mes conversations avec lui, réfléchit toujours aux enjeux des temps modernes, et on en a. Il a aussi été un grand mentor pour moi depuis plusieurs années, et je l'en remercie. Lors de cet échange, M. Bouchard nous partagera ses réflexions sur la situation actuelle. Puis bon, c'est sûr qu'on va prendre des points de vue un peu différents que ceux qu'on est habitués parce que Raymond Chabot-Grant Thornton représente beaucoup d'entrepreneurs et donc le point de vue économique est important. On va parler un peu de culture, peut-être un peu de philosophie parce qu'on vit des choses à titre d'humain et on ne pourra pas passer à côté quelques commentaires du point de vue politique dans le contexte. Il nous donnera aussi sa vision de l'avenir, ce qui nous attend dans l'ère post-COVID. Par la suite, comme d'habitude, il y a une période de questions. Je vous invite à poser vos questions tout au long de la conférence en cliquant le bouton Q&A au bas de vos écrans. Je dois vous dire, on a déjà reçu lors des inscriptions, parce que vous êtes en mesure de lors de l'enregistrement, de poser des questions. On en a reçu une cinquantaine lors des inscriptions. Et ce que j'ai fait, je vous le dis d'avance, c'est que j'ai essayé d'imbriquer les grands pans, les grands thèmes comme la chaîne d'approvisionnement, la main-d'œuvre, l'avenir de la langue, etc., bien d'autres, à l'intérieur de l'entrevue. Vous devriez vous reconnaître si vous avez posé des questions et ça va me permettre à la fin de prendre les questions qui vont être posées live et j'irai à la fin dans le Q&A. Je tiens à souligner, comme d'habitude, que le webinaire est enregistré et il va être par la suite sur notre site web. Je commençais peut-être avec quelques points très rapides des faits saillants de la carrière de M. Bouchard, comme s'il y avait besoin d'introduction, M. Bouchard. Ancien premier ministre du Québec, secrétaire d'État, puis ministre du gouvernement canadien et ex-ambassadeur du Canada en France, M. Bouchard est reconnu pour son aptitude à faire dialoguer les tenants de points de vue discordants. En 1990, il fonde le Bloc québécois et devient leader de l'opposition officielle. En 1996, M. Bouchard quitte la politique fédérale. Il est assermenté à titre de premier ministre du Québec. En 2001, il quitte la scène politique pour retourner en pratique privée. C'est un travailleur acharné, je peux vous l'assurer. J'ai déjà travaillé dans des dossiers avec lui. Il n'est pas assis en haut de la pyramide à regarder par en bas. Il est dans les dossiers. Incroyable. Avant d'entrer en politique active, M. Bouchard a exercé la profession d'avocat plaidant. Il préside actuellement le conseil d'administration de l'Orchestre symphonique de Montréal, parmi plusieurs autres conseils sur lesquels il siège. Je le considère un penseur de temps moderne. Aujourd'hui, le nombre de participants confirme la chose et il a toujours à cœur les intérêts du Québec. C'est un immense plaisir de vous accueillir, M. Bouchard, à ce tête-à-tête. Pouvez-vous croire qu'il y a eu plus de 1300 inscriptions, 1300 personnes qui nous accueillent dans leur foyer, on va le dire, parce qu'en théorie, ils ne sont pas au bureau, pour une conversation que j'espère va être intime, qui va être entre amis. Et j'ajouterais que j'ai l'expérience de le voir. Après 1 an de COVID, M. Bouchard, les nombres dans les webinaires ont fondu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et on vous remercie. Maintenant, M. Bouchard, juste à titre de contexte, le contexte de la pandémie a amené son lot de défis et nous a projeté dans comme une ère nouvelle, une nouvelle réalité. Personne ne pouvait prévoir ça, ça nous est tombé dessus. C'est encore aujourd'hui une énorme adaptation pour toutes les entreprises, toute la société et toute la population au niveau mondial. Puis là, je vais rentrer dans une question pour vous. Monsieur Bouchard, comment allez-vous? Comment allez-vous?
On file combien? Oui, comment je fais? Je vais très bien. Je vais très bien. J'ai la chance d'avoir une bonne santé. J'ai un très bon environnement professionnel, même si je travaille à distance, mais on est quand même en lien constant. J'ai la chance de rencontrer aussi des gens, pour le moment, jamais en présence physique, mais j'ai hâte de pouvoir le faire. Mais je me considère chanceux. Il y a personne de malade dans la famille. Mais je voudrais juste faire une mise en garde, cependant, Emilio. Je voudrais m'assurer que les gens ne pensent pas que j'ai une boule de cristal, puis que ce soit qu'aujourd'hui, je vais la sortir, puis je vais vous dire ce que je vois dedans, là. Je n'ai pas de boule de cristal. Je suis comme n'importe qui, comme tout le monde. Je réagis d'une façon. C'est alterné. Il y a des journées que je m'angoisse un peu, d'autres journées que je m'encourage, puis j'essaie de comprendre ce qui se passe. Pas facile parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais ce que je peux faire, c'est de vivre avec vous, Emilio, comment je vois ça, puis qu'est-ce qu'on peut voir actuellement, qu'est-ce qu'on peut discerner des changements qui s'en viennent et comment on vit présentement la situation. C'est une grosse affaire. On n'a jamais vécu ça, là. Et on se rend compte soi-même, on apprend des choses sur soi-même actuellement. Comment on réagit dans une pareille situation? Ben, durant notre entretien, juste avant l'appel, j'ai mentionné que vous avez l'air quand même relax, plutôt zen, mais très humain. Donc, vous vivez les mêmes choses qu'on vit tous. Ouais, Et une personne que vous avez bien connue, Serge Saucier, disait tout le temps, restons calmes. Quand les choses étaient les plus stressantes, ouais. la première phrase qui est en fait sur le mur d'une de nos salles de conférence, dans la salle de conférence justement où siègent nos gouvernances, dit restons calmes. Et donc, c'est le message qu'on a gardé pour tout le monde dans notre film. Ben, je Et pense que ce que je vois dans vous, c'est quelqu'un qui vit toutes les émotions qu'on vit tous, mais vous réussissez à rester calme. ouais, il faut saluer la sagesse de Serge que j'ai bien connue, en effet. Ah ouais. En réalité, moi, il y a des gens qui ont dit de moi que je suis impatient. Donc, je ne suis pas toujours calme. Mais je suis impatient dans les petites affaires. Les petites affaires, là, quand ça niaise, là, puis quand les choses retardent, puis ce qui devait être fait n'a pas été fait. Là, je peux m'impatienter. Mais quand ça devient important, là, je me calme. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que de ne pas être calme quand on doit prendre des décisions qui ont des enjeux importants. Et présentement, c'est ce qu'on vit, là. C'est ce qu'on vit. Ouais. Il y a sûrement, M. Bouchard, des certitudes qui ont été ébranlées. Vous êtes quand même un père, donc vous avez, comme moi, j'ai des filles. Bon, j'ai fait l'échange de cadeaux à Noël dehors. Il faut le faire, là. On n'a jamais fait ça. Donc, vous avez sûrement des certitudes dans votre vie qui, elles aussi, ont été ébranlées, comme tout le monde, n'est-ce pas? Oui, je vis pas très bien le fait que je suis, comme tout le monde, là, coupé à toute fin pratique de sa famille, les enfants. On ne peut pas les voir. L'audiovisuel, j'aime bien, mais c'est pas la meilleure façon d'établir des contacts personnels. Et puis, la famille professionnelle aussi. Tu sais, moi, je suis dans un cabinet, là, un grand cabinet, Mm. et c'est très important, l'atmosphère, la dynamique interne. Tu sais, on s'appelle confrères, nous autres, les avocats, là. Ouais. Ouais. Alors, on vit ensemble, et puis, voilà, euh, ça va bien au point de vue de la business, comme on dit, mais on n'est pas là, on n'est pas ensemble, là. Donc, ces liens-là, il ne faut pas qu'ils soient distants trop, parce que ça, c'est pas dans les états financiers des entreprises puis des institutions. Il n'y a pas de bottom line pour ça, là. Mais il reste que la qualité de la chimie interne d'une équipe, c'est fondamental. Et ça, il faut que ça reste, il faut le soigner. Puis dès qu'on pourra se retrouver, il va falloir s'attaquer à ça. Alors, je partage votre opinion là-dessus. Surtout, on embauche beaucoup de monde tout le temps là, chez Raymond Chabot. Et je me pose souvent la question, les nouveaux, ils ont un chef d'unité de service, il y a des responsabilités, il y a un vice-président régional, ils ont des équipes, ils ont sûrement des entretiens, mais ils les ont en deux dimensions. Il manque l'élément de la dimension humaine en trois dimensions. Et bon, ceux qui se connaissent depuis toujours, de les voir sur l'écran ou de leur parler au téléphone, ça ne change pas grand-chose, mais on a littéralement des centaines de personnes qui rentrent chez nous à chaque année. Et donc, dans la dernière année, je suis souvent préoccupé par leur état d'âme, leur état d'esprit, puis comment ils s'intègrent à l'intérieur d'une équipe dans une nouvelle réalité. Je pense que vous avez tout à fait raison. Non, il ne faut jamais oublier que l'humain est essentiel dans tout ce qu'on fait. Oui. Absolument. C'est sûr que la gestion de la crise, de la pandémie,
dépend beaucoup des avancées de la science. Et on découvre d'ailleurs à quel point la science est importante. Et c'est miraculeux que la science ait pu nous permettre de développer des vaccins aussi rapidement. Mais l'humain est également très important. Comme la gestion, par exemple, générale, la confiance qu'on peut avoir envers quelqu'un qui gère, là, Mhm. ça dépend de l'humain, ça. Il faut Ben, qu'il y ait un fluide qui doit passer, là. M. Bouchard, vous Et touchez sur des points vraiment très intéressants, puis je vais aller vers votre boule de cristal, même si vous ne l'avez pas. Vous avez parlé du vaccin et il y a un déploiement massif d'un vaccin. Vaccin égale relance, reprise, vaccin égale liberté. Il y a comme un côté liberté qui vient avec. Vous êtes vacciné, j'imagine? oui, la première Oui. fois, Bon, oui. parfait. Moi aussi. Donc, on est deux vaccinés, ce qui commence à être. C'était, là, un mois, c'était rare d'avoir deux personnes en même temps qui étaient vaccinées sur un Ouais. appel. Là, maintenant, ça commence à être le cas. Est-ce que vous voyez une reprise comme l'après-guerre, là, après la Deuxième Guerre mondiale? Comment vous voyez Il ça? va y avoir une reprise. À mon avis, il va y avoir une reprise qui peut être extraordinaire. Il y a des conditions pour y arriver, là. Mais si on s'assure que les conditions soient mises en place, on va vivre une vraie reprise, une sorte de retour aussi à l'enthousiasme. On va se retrouver avec plaisir. Par exemple, il y a des entreprises qui ne vont pas bien, il y a des secteurs qui ne vont pas bien actuellement. Prenez par exemple, c'est un exemple, le tourisme, la restauration, l'hôtellerie. La minute qu'ils vont nous libérer, là, vous pensez là, que là, ça va être extraordinaire. Les gens vont affluer dans les restaurants, ils vont redécouvrir le plaisir de Oui, rencontres conviviales. Les restaurants à Montréal, c'est formidable. Il y en a malheureusement peut-être qui ne pourront pas réouvrir, mais il est certain qu'il va y avoir une relance extraordinaire. Le tourisme, ça va affluer. On va vouloir aller voir des choses, on va vouloir être sur place, on va vouloir vivre. Tout ce qui s'appelle l'industrie du divertissement, par exemple. Vous comprenez bien qu'on va retourner au théâtre, on va retourner, festival. on va aller voir des films. On aime beaucoup ça, regarder à la télévision des films là, actuellement. On n'a pas le choix. Mais quand on va pouvoir aller retrouver là, les grands écrans, quand on va pouvoir aller voir des concerts, comme moi, par exemple, je suis président du conseil de l'orchestre symphonique. On ne donne pas de concert présentement. Ce n'est pas des farces. C'est une salle magnifique de Ouais. 2000 personnes, 2000 places, qui est vide depuis presque un an maintenant. Et les musiciens, et les Puis musiciens. prenez les musiciens, là, puis ensuite tous les artistes, là, les Ouais, acteurs, les danseurs, les chanteurs, ça peut être dramatique en certains cas. Il faut ouais, dire une chose, c'est que nos gouvernements sont venus à la rescousse, là. C'est pas parfait. Il y a sûrement il y a des gens peut-être qui ne trouvent pas que c'est aussi bien que ça devrait l'être, mais en général, il faut reconnaître que nos gouvernements à Québec et à Ottawa, ils ont fait un effort considérable pour maintenir un minimum, là. mais sans intervention, ça aurait été catastrophique. Ben, écoutez, prenez par exemple l'Orchestre symphonique à New York, l'orchestre du Metropolitan Opera. Ben, les musiciens n'ont pas un sou, là. Il y en a qui vendent leurs instruments, ils vendent leur maison, ils quittent New York, ils ne peuvent pas vivre à New York. Puis ce sont les États-Unis. New York, il y a du monde, hein. Nous, ce Très n'est pas jeune. le cas. C'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. On a trouvé des arrangements avec les musiciens qui font des sacrifices, mais en même temps, on a trouvé une solution qui est correcte, puis qui va assurer une relance, puis l'organisme, la pérennité n'est pas en danger. Au contraire, on va s'assurer que ça va repartir avec un bang, si on peut. Ouais. Mais ça, c'est beaucoup grâce au mécénat, ici, qu'on a. Il y a une mobilisation à Montréal autour des Il y a un grands mécénat organismes. encore aujourd'hui, oui. Puis, oui, Tant mieux. encore. Oui, Et puis les gouvernements. Et puis les sacrifices qui sont faits par chacun, par solidarité. oui. Donc, on va y arriver. Mais la culture, c'est quand même extrêmement important. Puis on est loin de ce qu'on. Montréal, c'est très intense au milieu culturel. On en souffre tous. Bien sûr, en premier, les gens font partie du réseau de la culture. Et ça va presser de leur décoller ça. Puis ça va décoller très fort, ça, très vite, très fort. Oui. Et voilà, moi, je vois venir un mouvement d'enthousiasme. Là, ça va être un printemps. Là. À un moment, quand on va pouvoir On a, sortir, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Mais quand ça va arriver, je suis sûr que puis ça va être pareil au point de vue économique. on Si on a va en hâte parler, d'être. là, parce qu'il y a des. Il y a quand même des choses à vérifier là-dedans. Il faut s'assurer que les conditions vont être réunies pour qu'il n'y ait pas d'inflation, etc. On en parlera tout à l'heure. Monsieur Mais Bouchard, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a personne sur la ligne qui n'a pas hâte de prendre un verre sur une terrasse puis manger avec des amis. C'est sûr que ça va libérer tout le monde et on a hâte de ça. Vous savez, vous ne le savez pas, mais hier soir, j'ai passé à travers les inscriptions pour voir le profil des gens, de quelle région, dans quelle industrie, etc. Et vous avez coché beaucoup de boîtes. Il y a des gens qui nous écoutent qui sont justement de ces secteurs-là.
non seulement de la culture, mais des événements, des restaurants, du théâtre, etc. Et donc, je pense que ça va les avoir réconfortés. Maintenant, vous avez aussi parlé des gouvernements et vous avez été membre du gouvernement. Donc, comme premier ministre de 1996 à 2001, vous avez eu aussi votre lot de crises, dont le verglas, la crise du verglas. Est-ce que vous voyez un parallèle entre ces deux situations-là Vous voyez aujourd'hui? comme les choses sont relatives, hein? Quand on a vécu la période de verglas, on s'est dit: «Hey, c'est quelque chose qui est jamais arrivé. Ça nous est tombé dessus à nous autres. Ça arrivera jamais». C'est jamais on a vu une chose comme ça. Aujourd'hui, je vois bien que tout est relatif parce que la crise du verglas, ça ne se compare pas à la crise actuelle. D'abord, elle était locale, très localisée même, dans la région de Oui, Montréal. Heu et puis il y avait un début, puis il y avait une fin. Puis on savait qu'il y avait une fin, puis on pouvait la prévoir. On savait, par exemple, que quand on aurait, reconstruit assez de lignes pour rétablir, les contacts et les liens de transfert, puis là, il y avait puis on pouvait calculer, ça va prendre peut-être 3 mois et puis par période, là, on libérait des régions, puis ça a été long, il y en a à la fin qui a été plus longtemps, mais il reste que puis il y avait des bonnes nouvelles, en fait, à annoncer tous les jours. C'est qu'on disait: «Bon, aujourd'hui, là, on a reconnecté tant de personnes». Puis demain, l'objectif, c'est tant. Puis à la fin, tout le monde va être réuni à nouveau au réseau de l'hydro. Puis c'est arrivé comme ça aussi. Mais on est loin de ça aujourd'hui. Parce non, qu'aujourd'hui, un des problèmes principaux, c'est l'incertitude. Quand on gère un dossier, puis qu'on en connaît les enjeux, on sait que bon, ça, c'est pas bon, puis ça, c'est négatif, ça, c'est un facteur dont il faut tenir compte. Mais en général, on est capable de faire une chronologie des gestes à poser, puis de ce qui va arriver. Là, on ne sait pas. tout à On ne sait fait. pas. Bon. Hier, j'étais au téléphone avec le CEO de Grant Thornton en Inde et leurs statistiques ont fait monter en flèche à cause d'un nouveau variant dont il y a 2 mutations dedans. Et il est déjà rendu au Canada et il semble passer à travers les vaccins qu'on a. Fait qu'il va falloir que la deuxième dose soit améliorée pour nous permettre d'avoir une deuxième dose qui inclut ce variant-là parce que ça ne semble pas tenir. Fait que c'est vraiment très préoccupant. Je suis d'accord avec vous. Ça, je trouve ça difficile parce que, comme tout le monde, moi, quand on a vu qu'il y avait des vaccins, Oui, bon, on a tous trouvé qu'il y en a pas assez. On pourrait en avoir plus, hein, nous autres, là. oui, Il y en a qui en ont eu plus que nous autres. En tout cas, bon, mais il y en a. Ça vient, puis on voit, il y a une séquence qui fait en sorte qu'on peut prévoir les dates où tout le monde va être vacciné. oui. Enfin, tous ceux qui le voudront. Puis souhaitons qu'il y en ait le plus possible qui le veuillent. Mais là, on apprend que non, 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 il arrive telle affaire, les variantes. Ça, c'est très, 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 très déstabilisant, cette question de variantes-là. Surtout qu'on n'en connaît pas le détail, on n'en connaît pas les modalités. Et là, ça réintroduit un autre facteur d'inquiétude. Puis ça, c'est ce qui est le plus difficile à gérer, notamment pour nos gouvernants. Pour nos gouvernants, c'est pas Tout à facile, fait. là. Tout à fait. Ben, vous parliez tout à l'heure de est-ce qu'il tombe des tuiles dans une période de temps où on est premier ministre à une échelle beaucoup plus petite. Je peux vous dire que même dans mes fonctions de président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton depuis 9 ans, je ne sais pas laquelle va tomber, mais il y en a toujours une qui tombe. Fait qu'il faut dealer avec ces situations-là au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et au point de vue du gouvernement du Québec, un gars que vous connaissez quand même bien, François Legault, sur lequel vous avez fait certaines éloges dans un article qui est paru récemment dans la presse Plus. Je pense que vous l'avez même convaincu d'aller en politique. Il a été ministre, j'adore les ministères qu'il a eu, ministre de l'Industrie, ministre de la Santé, plus tard ministre de l'Éducation. Tous les ministères qui sont les plus interpellés. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire vis-à-vis le premier ministre, son bagage et sa capacité de naviguer dans Ben, cette crise comme on l'a vu depuis un an? d'abord, il faut dire que c'est quelqu'un qui était prêt à assumer des responsabilités. Ça Ouais. se prépare, ça. On n'y arrive pas du jour au lendemain. Et lui, il a eu une expérience qui est tout à fait souhaitable. Il a commencé d'abord dans le secteur privé. Ouais. Secteur privé, on apprend des choses, secteur privé. Quelqu'un qui s'en va au gouvernement sans jamais vécu dans le secteur privé, c'est pas gagnant, là. Parce qu'il faut savoir comment ça va atterrir dans la réalité. Il faut prendre une décision autour d'un conseil des ministres, là. Bon, puis j'ai des dossiers bien montés, rationnels, puis l'objectif, c'est ceci, puis on va dépenser tant, telle place, bon, puis etc. Bon. Mais comment ça va être reçu dans la population? La population, est-ce qu'elle va l'accepter? Est-ce qu'elle va être partenaire? Est-ce qu'elle va être actif dans la mise en place des mesures qui doivent réussir? Ça, si on n'a pas été dans le secteur privé, si on n'a pas vécu les angoisses, les difficultés, les défis à relever, les erreurs.
qu'on peut faire. Ça, c'est pas ce qu'il faut souhaiter. Il faut souhaiter que les gens qui arrivent en politique se soient préparés ailleurs, dans une profession, dans une activité quelconque, mais une activité en dehors du gouvernement, dans ce qu'on appelle le monde réel. Je ne dis pas que ce n'est pas réel ce qui se passe au gouvernement, mais on sait ce qu'on veut dire sur le Ouais. terrain de la population en général. Alors, François, lui, il est passé par là. En plus, c'est un entrepreneur. Il a pris des risques, il a investi. Il a dû rencontrer des exigences à la fin de la semaine ou du mois pour faire Les passer les chèques à la négociations. banque. C'est quelqu'un qui a hypothéqué, on peut le dire, là, sa maison au maximum, puis Ouais. il est allé au bout des risques que prend un entrepreneur, puis il a travaillé fort, puis à la fin, bon, il a géré du personnel, il a vécu des crises, puis après ça, il est entré en politique. Bon. Si vous arrivez en politique, euh, directement, vous êtes ministre. Pour une raison ou pour une autre, il y a une élection, vous avez la bonne période de temps, parce qu'en politique, ce qu'on dit, le timing est bien important. Et puis là, vous êtes élu député, ministre au bout d'un mois quand le premier ministre forme son gouvernement. Puis bon, c'est correct, c'est correct. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'être passé par l'épreuve de l'opposition. Ouais, ouais. Être élu dans l'opposition, puis de travailler tous les jours dans des dossiers, sans voir l'aura d'un ministre, sans voir des grosses machines à sa disposition, de devoir se rapporter continuellement à la population parce que vous êtes député, puis les gens vous surveillent de près. Restez près de votre population, sinon vous ne serez jamais réélu. Donc, de vivre la vie quotidienne, puis en plus, vivre l'opposition. Très frustrant, l'opposition. Mhm. Frustrant, mais en même temps très instructif. Vous voyez comment un gouvernement fonctionne, vous voyez comment est-ce que les dossiers se constituent, vous voyez les réactions du public, vous voyez le débat entre les acteurs politiques. Vous apprenez à les connaître, les acteurs politiques, là. Vous avez, mettons, une vingtaine de ministres devant vous, tous les jours, normalement, à l'Assemblée nationale ou dans la Chambre des communes. Vous les voyez réagir, vous leur posez des questions, vous les mettez dans. Vous leur posez les questions les plus difficiles possibles pour les embarrasser. Vous voyez comment ils réagissent, vous voyez comment leurs décisions sont prises, comment ils les expliquent. Vous apprenez, c'est de la pédagogie. Vous apprenez beaucoup de choses, puis c'est la traversée du désert. Vous mangez votre pain noir. François Legault, il a tout fait ça, lui. Il a eu des postes ministériels les plus importants au gouvernement. Il, a, il était dans l'opposition. Il a fondé un parti. Puis lui, là, il l'a mangé, son pain noir. Ça a été long, là, hein, Ouais. son Ça fait 20 cheminement ans. là, Ça dans fait 20 ans l'opposition, qu'il est là. monter des équipes, Ouais. convaincu des gens. Les gens traversaient de l'autre côté de la Chambre. Tu sais, puis c'est ça, il a vécu ça, là. Alors, une bonne journée, il devient premier ministre. Il est prêt, là. Il sait beaucoup de choses, il ne se fait pas d'illusions, il, il se connaît mieux aussi parce qu'on se connaît à l'épreuve. Quand on se mesure à des adversaires, quand on se mesure à la réalité, il faut s'apprendre soi-même. C'est important de savoir comment on est capable de réagir dans des situations ou pas, comment se prémunir contre un défaut qu'on a. Il y en a qui ont des défauts, hein, Emilio. Ça arrive, il y a des gens qui ont des défauts, des égos. Puis gérer son ego en politique, très important. Parce Mais que si vous êtes pas nous vous deux, êtes par contre. Hein? mettons, il y a beaucoup de gens d'affaires avec nous, là, vous êtes en affaires, puis à un moment donné, dans votre milieu, vous avez une crédibilité, puis la population vous convainc, et vos amis, et cetera. Tu devrais aller en politique, tu as beaucoup à donner, c'est important aussi, tu as eu une formation, tu as beaucoup à donner, puis décide d'aller en politique. Mais tu sais, du jour au lendemain, faire attention parce que le passage est très périlleux. Ouais. Puis la première chose qu'on apprend quand on rentre en politique, c'est la modestie. C'est drôle à dire, là, mais plus le poste est important, plus il faut être modeste. Modeste devant la réalité, modeste devant les citoyens, modeste devant les moyens qu'on a. On découvre qu'on a des limitations. On les découvre, nos limitations. On les voit. On les voit très bien. Et la dernière chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer de faire croire aux gens qu'on n'a pas de limitation, qu'on est un héros, qu'on est un super phénomène. Ça va pas long, là. Ça va pas loin, là. Mais ça, c'est tout le côté qu'il faut apprendre. Alors, François Legault, il a appris ça, ces choses-là. Il l'a appris. J'adore Ah, la façon que vous réussissez avec très peu de mots de résumer quelque chose de si complexe, parce que ça commence avec il était bien préparé. Et ouais, ensuite, la nature de ce qui a fait qu'il était bien préparé. Et il y a eu une question qui a été posée par un de nos gens qui sont comme spectateurs aujourd'hui, et c'était qu'est-ce qu'on recherche pour un dirigeant d'entreprise comme attribut? Et dans la réponse que vous venez de donner, vous avez pas mal résumé ce qu'on voit
parmi les meilleures réactions dans la dernière année, ce sont des dirigeants qui étaient très bien préparés, qui avaient une capacité de communication et d'écoute, évidemment, parce qu'il fallait écouter, 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 qui sont restés calmes et qui ont adressé la partie sanitaire, la partie affaires, la partie financement et autres avec du calme et avec une stratégie. Et ça s'applique vraiment à n'importe quelle position. En anglais, on Absolument. fait souvent des tests of readiness. Est-ce que l'entreprise est prête pour aller en bourse? C'est quoi qu'on a besoin, la gouvernance, y a-t-il un bon CFO, c'est le CEO, le modèle d'affaires, le marché, etc. Fait que vous avez pas mal résumé ça. Puis vous avez commencé avec le secteur privé. Il vient du secteur privé. Mais ce dont on parle actuellement, Emilio, on parle de leadership, là. C'est de ça C'est qu'on ça. parle. Bon, c'est un Exact. grand On mot parle de qui couvre leadership. beaucoup de choses, mais en réalité, c'est ça. Puis, il y a la préparation, puis il y a aussi le tempérament, le caractère. Et puisqu'on parle de François Legault, il y a le caractère qu'il faut. C'est un gars solide, hein, Oui, François. Il est oui, oui, solide. tout à Il ne fait. s'énerve pas, là. Il est solide. Il est très conscient de ses responsabilités. Et puis, il est calme. Et puis, le calme, on le sent, ça se projette. Quand il Oui, parle aux gens, les oui. gens ont confiance. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison. Mais je pense que c'est à peu près, c'est l'homme de l'heure actuellement. Tu sais, quand on regarde le personnel politique, là, c'est bien que ce soit lui qui Oui, soit présent pour gérer la crise. Puis c'est pas fini, parce qu'on voit bien là, que le seuil d'acceptabilité de la oui. population, il est de moins en moins élevé, là. Mm. Ça veut dire que les gens, ils commencent à trouver que c'est long, puis ça devient Non, très difficile à gérer tout ça. M. Bouchard, c'est une position difficile parce que peu importe ce qu'il fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en accord. Par contre, il me démontre une capacité d'introspection et il agit sur son introspection, puis il peut revenir en arrière quand c'est nécessaire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est le profil qu'on a besoin en ce moment. Mais j'aimerais revenir sur le privé, parce qu'on Oui, est avec des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs. Maintenant, plusieurs économistes nous ont dit que la crise a accéléré certaines tendances qui existaient déjà. On pense, par exemple, je vais prendre le plus facile, le commerce de détail. Je suis sûr que là où vous demeurez, dans la réception en avant, il y a des boîtes d'Amazon à tous les matins, puis 2 fois par jour, etc. Ils faisaient déjà face à certains défis. Inversement, il y a d'autres entreprises qui avaient réussi un virage numérique en manufacturier, avec de l'imagerie, avec des robots, avec toutes sortes d'autres affaires. Il y a d'autres qui sont carrément dans les technologies de l'information, qui ont le vent dans les voiles. Un an plus tard, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives et des tendances? Ça va-tu continuer? euh, encore une fois, là, il faut que je rappelle que je n'ai pas la boule de cristal devant moi, là, mais il m'apparaît très évident que le virage numérique, par exemple, là, ça va juste s'accroître. Ouais. C'est inévitable. Inévitable. D'autant plus que ça fait des preuves. Là. Ils sont en train de faire des preuves qu'il y a une place pour eux, que Mhm. dans le cas de crise, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Puis les gens apprennent, puis d'ailleurs, ils se perfectionnent. Alors, ils vont rester. Sauf que si on parle du détail, est-ce que ça veut dire que tout le détail traditionnel va disparaître? Pas forcément. Il ne faut pas oublier toujours l'aspect humain là-dedans. Il y a probablement moi, je travaille beaucoup. Je commande des choses également sur internet, c'est évident. Mais est-ce que je veux tout commander sur internet? Non, à mon avis, il y a une en tout cas pour moi, là, puis je présume que c'est pareil pour les autres, il y a certains achats, certains choix qui, peuvent pas se faire uniquement comme ça, devant un écran. On se sent plus confortable de rencontrer les personnes, d'aller voir. Donc, il y a probablement des objets, des produits, manufacturiers qui vont gagner à être vus avec, quelqu'un qui va vous expliquer, comparer, donc les grands espaces, pour recevoir des gens dans certains types de produits de détail, ça va rester? Est-ce que ça va évoluer? Sans doute que ça va évoluer. Est-ce que ça va s'accompagner? Sûrement, en parallèle d'une activité numérique? Oui, parce que je pense bien que tous les grands détaillants savent que c'est important d'être, également sur le web. Mais, oui, il va y avoir un accroissement de cette activité-là, puis, on mesure encore mal à quel point il va y avoir un accroissement, c'est Oui, je suis certain. d'accord. Mais je peux confirmer qu'on a eu comme
une évolution de 5 ans en 1 an, à certains points de vue. Regardez, on est sur une plateforme qui s'appelle Zoom. Je suis sur Teams toute la journée. C'est des outils qu'on ne servait presque pas et on les a vus évoluer live. Il y avait des versions de Teams qui sortaient à toutes les 2 semaines. Ils doivent avoir déployé des milliers de personnes à travers la planète pour travailler dessus. Et aujourd'hui, ce sont des outils qui sont devenus presque indispensables. Mais moi, j'ignorais que ça existait, ces plateformes-là, en réalité. Exact. Honnêtement, vous savez, on m'a dit que ça existait déjà, mais moi, on n'a pas besoin de ça. Ça existait déjà, Surtout, mais ils ont avancé la technologie ben oui. tellement rapidement que Ouais. chaque nouvelle mise à jour était tellement meilleure que la dernière. Teams est maintenant intégré dans tous les logiciels de Microsoft. C'est un logiciel qui est imbibé dans les autres. Quelque chose qui aurait pris 5, 6, 7 ans, ils l'ont fait en 1 an. Surtout que mode de communication, là, c'est le seul dont on dispose. Il n'y en a pas d'autre. Oui, ben c'est Si ça, on voulait, exactement. on ne pourrait pas faire ce qu'on fait là actuellement autrement que par une plateforme de ce genre-là. J'aimerais toucher sur une préoccupation qui est celle, les économistes ont dit que malgré une reprise, c'est fort probable que plusieurs entreprises ont fermé. Le chiffre qui est avancé, c'est environ 14 des entreprises canadiennes. On a déjà vu dans les dernières années au Québec environ 2000 entreprises, dont 340 restaurants et dans d'autres industries. Le secteur de la restauration est le premier. Il y a eu des fermetures ordonnées qui n'apparaissent pas dans les statistiques. Au centre-ville de Montréal, à titre d'exemple, les Starbucks, la moitié ont fermé. Ils n'ont pas fait de faillite, ils ont juste fermé, ce n'est pas compliqué. Il y a des enjeux qui sont différents dans différentes régions du Québec. Les régions sont beaucoup le reflet de leurs matières premières, de leurs expertises. Certaines sont plus minières, certaines, c'est plus de la foresterie, les poissons, peu importe. Et on a des préoccupations, dépendamment de la région, dépendamment du secteur d'activité. Si je prends le centre-ville de Montréal, je suis assis dans mon bureau au centre-ville de Montréal, il n'y a personne dans les bureaux. Quand la poussière va tomber et qu'on va reprendre, qu'est-ce que ça a l'air d'après vous? Bien, évidemment, il y a des gens qui, vous savez, chacun y va de sa prédiction puis de sa perception. Ouais. Au début des premiers mois, là, quand on travaillait tous en télétravail, c'était assez unanime, là. Ah, ça, c'est formidable, ça va durer longtemps, Ouais. ça ne viendra jamais comme avant, on va continuer Ouais. comme ça, oui, etc. Bon, mais je commence, moi, je ne sais pas comment vous en pensez, tout le monde, mais je commence à percevoir que, ben là, oui, sans doute, il va rester du télétravail, mais on a-tu hâte un peu de retourner au bureau? Hein? Ça, on sent ça, là, puis en tout cas, puis moi, je l'éprouve comme ça aussi. Et puis, il y a certainement un type d'activité qui vont pouvoir mieux s'accomplir par télétravail. C'est certain, ça, qu'il va y avoir des analyses qui vont faire selon les différents secteurs. Bon, puis comme par exemple, nous autres, les avocats, là, ça nous arrive de faire de la rédaction, obligé de faire de la rédaction. Puis là, on a, par exemple, 3 jours pour produire tel document. Là, évidemment, oui, ça se pourrait qu'on trouve qu'on va être plus à l'aise chez soi, tranquille, sans être dérangé pour faire de la rédaction. Il y a aussi des activités plus mécaniques là, qui peuvent se faire par Internet. Mais moi, je pense que, je pense pas que c'est moi qui ai raison, mais je pense on peut voir qu'il va y avoir un dosage de télétravail et de présence au travail et probablement plus de présence réel que de télétravail. On pourrait penser, par exemple, à un modèle d'une journée ou peut-être 2 par Un semaine, modèle hybride. mais surtout essentiellement au cabinet avec une latitude, là, etc. Mais il va y avoir des changements, mais les immeubles, les bureaux vont toujours être très nécessaires, c'est sûr, ça. En tout cas, à mon Ça avis. m'amène peut-être à une question que je considère massue, puis je pense qu'elle va toucher une corde parce que lorsque vous étiez premier ministre, l'équilibre budgétaire était vraiment très important pour vous. Êtes-vous préoccupé par l'endettement massif et ses conséquences éventuelles? Écoutez, il se pose beaucoup de questions, là. Il se pose beaucoup de questions. Jusqu'à tout récemment, il y avait des concepts très porteurs, la responsabilité fiscale, le concept d'équilibre des finances publiques, l'intégrité des finances publiques, s'assurer que les États auront assez de fluidité pour remplir leurs missions essentielles, qui sont Ouais. de plus en plus exigeantes en termes d'investissement. Donc, on était tous, moi, le premier, parce que quand je suis arrivé, enfin, le premier en tout cas, quand je suis arrivé à Québec, ça faisait 40 ans que chaque année, il y avait des déficits. 40 années ininterrompues de budget qui n'étaient pas respectés, en fait.
ce qui nous valait des décotes considérables. Les agences de notation, ils voyaient ça, puis ils trouvaient, bon, puis on n'était pas les seuls, là. Bon. Et moi, on était rendu, là où on était rendu, vous vous rappelez, on avait fait un sommet économique, on était sur le bord d'avoir des obligations de pacotille avec nos obligations, là. Juste sur le bord, là. Ce qui aurait été un désastre. Alors, on a donné le coup de barre qu'on a donné, puis ça a été dramatique, là. On a coupé comme c'est pas possible, nous autres. C'est une chose qui ne pourra pas se faire aujourd'hui, là. Mais on l'a fait, puis on a rétabli l'équilibre zéro, puis en plus, on est rentré dans un surplus, puis ça a changé toute la donne. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça, là. Non, c'est pas, c'est pas quelque chose de considéré comme un bien en soi. Là, il faut emprunter le plus possible. On comprend pourquoi, là. Il y a des besoins énormes. Les États ont été obligés d'investir massivement, de mettre de l'argent dans le marché, de venir en aide à des gens qui en avaient besoin. Et puis en plus, maintenant, ils sont en face d'investissements astronomiques à faire pour la relance économique, les infrastructures, etc. Bon, puis les États-Unis, vous voyez ce qui se passe. On parle de trillions maintenant, on parle bon, puis nous, vous voyez le budget fédéral, l'argent qui va se dépenser. Alors là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on ne parle plus de contrôler le déficit, on ne parle plus de déficit zéro. Parce qu'actuellement, les gouvernements ne sont pas capables, en réalité, de nous dire quand est-ce qu'ils vont revenir à l'équilibre budgétaire. Ils ne sont pas capables. Tu sais. Si vous Puis je les permettez, comprends. Je ouais. les comprends. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toute une autre sorte de gestion financière qui va se faire au niveau des finances publiques. Et quels sont les impacts sur l'inflation, les niveaux d'intérêt, la fiscalité? Là, ça, c'est gros, là. Ça va Oui, être, ça ne sera pas dramatique comme la pandémie, mais ça va être aussi préoccupant pour les gouvernements que la pandémie peut l'être en un sens, oui. parce que cette gestion-là va devoir être extrêmement sophistiquée et délicate. Vous Ceci étant répondez. dit, il faut avoir confiance, hein? Il faut avoir confiance parce qu'on a appris depuis 2008 à travailler en cohésion dans le monde de la finance internationale. Les banques centrales se parlent. Elles ont vu que si elles ne se parlaient pas, ce serait le désastre, comme ça l'a été en 2008, comme ça l'a été en 81 et ainsi de suite. Alors, il y a beaucoup d'épargne de disponible, énormément d'épargne de disponible. Les banques ne veulent pas monter les taux d'intérêt, puis ce n'est pas leur intérêt. Les gouvernements non plus. Les banques centrales non plus. Donc, il va y avoir un effort magistral qui va être déployé pour maintenir les taux d'intérêt où ils sont. Si on vu qu'aujourd'hui, Hydro-Québec se finance sur 40 ans à 2,7 c'est incroyable. Tu sais. Les gens qui refinancent leur hypothèque actuellement, ils vont se refinancer pour 5 ans à un taux inférieur à celui du financement antérieur. Donc, c'est sûr que les gens ont confiance de pouvoir juguler les déficits, de contrôler les niveaux d'intérêt, puis ils vont y arriver sûrement dans les prochaines années qui viennent. Ben, vous partagez, je pense, la préoccupation des gens sur la ligne parce qu'il y a eu des questions à ce sujet-là. C'est certain qu'une des préoccupations, c'est l'aigle aux générations futures d'une dette à être absorbée. Ben, ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est l'autre Et paire de manches. juste pour Ouais. compléter sur un commentaire que vous avez dit sur lequel je suis totalement d'accord, c'est que le Québec, le Canada, on peut se permettre d'avoir confiance en une relance parce qu'on a une richesse ici au Québec en ressources naturelles, en énergie propre, en savoir, en entrepreneuriat, etc. Et on sait qu'on est capable de revenir à un niveau d'emploi presque à 100 je veux dire, on va dire 5 Ouais, Emilio, actuellement, l'emploi est revenu à peu près, même au Canada, à peu près à 98 du niveau qu'il était il y a un an. Ça, c'est grâce à l'effort magistral que les Oui, gouvernements ont déployé au Canada, là. Je pense que c'est dans les pays occidentaux, c'est probablement le pays, province incluse, qui est intervenu le plus massivement pour combattre les effets négatifs et économiques de la pandémie. Puis on voit les résultats sont positifs, là, c'est oui. certain. Alors ça, oui, il faut se féliciter de ça. Il faut avoir confiance. Moi, j'ai confiance. On Sauf est qu'il dans. va falloir que ce soit bien géré. Puis gérer. Moi, par exemple, on va se poser la question, la fiscalité, est-ce qu'on va ajouter au fardeau fiscal? Moi, je pense qu'il faudra faire attention parce que si on veut une relance économique, si on veut de l'investissement, faut pas pénaliser les investisseurs non plus, qui sont déjà, entre nous, pas mal taxés au Canada, hein? On est assez Ben, taxés. mon opinion pour mes clients, j'ai 50 000 clients entrepreneurs, je considère qu'ils sont surtaxés. Il n'y a plus de place. Là, fait qu'il faut vraiment qu'on le fasse par du développement. Puis, si on veut éviter une crise des finances publiques, puis des pressions que ça met sur les contribuables qui n'ont plus de place pour payer plus d'impôts, ultimement, c'est de s'en sortir avec confiance et d'avoir le leadership, autant au niveau gouvernemental que dans les Ouais. entrepreneurs, pour prendre avantage de nos avantages concurrentiels mondiaux qui sont indéniables, indéniables. Tout à fait.
Ouais, mais ça, vous le savez, c'est comment on voit ça au point de vue économique, etc. Mais il y a aussi l'aspect de la politique, hein. Ouais. Il y a des partis de gauche ou de centre-gauche qui ne voient pas ça de la même façon. Donc, il va y avoir des pressions qui vont être exercées sur les gouvernements politiques par certains partis, par beaucoup de gens au Québec et puis au Canada qui vont penser ça, qu'il faut majorer le fardeau fiscal pour certaines classes de payeurs de taxes. Ça, les gouvernements vont devoir gérer ça aussi. Ça va être à gérer, ça aussi. Pour les gouvernements. Les gouvernements, c'est en politique, eux autres, là. C'est pas uniquement un colloque économique, eux autres, là. C'est en politique, là. Il nous reste encore, il est 10h43, peut-être 17-18 minutes, et je vais laisser un peu de temps aux questions qui vont être posées. Fait que je voudrais peut-être changer la discussion. Vous avez été ambassadeur en France pour le Canada à un moment donné, et je pense que la perspective aussi de vos postes après ça fait en sorte que au niveau mondial, certains points qui reviennent souvent, c'est est-ce qu'on est assez compétitif? Est-ce que la chaîne d'approvisionnement qui a été mise au défi vraiment l'année dernière, et surtout, on a vu qu'on était dépendant de la Chine sur certains produits essentiels, est-ce qu'on doit identifier les produits essentiels, les services essentiels et s'assurer qu'on les ramène chez nous? Euh, est-ce qu'on est prêt à payer davantage? C'est toujours un enjeu. Parce que souvent, si on fait ça, bien, ça vient avec un contrepoids qui peut être le prix auquel on va le payer. Est-ce que la mondialisation demeure toujours pertinente? Comment vous voyez ça? Ben, elle l'est de plus en plus, là. La crise est mondialisée, ouais. C'est un rappel incroyable à quel point maintenant on est tributaire de ce qui se passe ailleurs. C'est planétaire, là. Oui, Tu sais? Alors, oui, c'est sûr que ça va demeurer et je pense même qu'il faut que ce soit au point de vue des interventions pour contrôler l'économie, puis les dérapages d'inflation et tout, il va falloir que ce soit le plus mondialisé possible. C'est à le faire ensemble qu'on va trouver ça, c'est sûr. les Par dépendances. contre par contre, le Canada, puisque vous en parlez, le Canada, c'est tous nous autres, là, hein? Bon, Oui, alors le Canada, lui, point de vue international, est extrêmement bien perçu. Parfois, on est porté à quand on lit les journaux internationaux, on regarde les nouvelles, par ailleurs et cetera, on est porté à se dire: «Mais pourquoi ils ne parlent pas toujours de nous autres? Ils parlent pas souvent de nous autres, ils parlent des pays, paquet de problèmes». Oui, mais ça, c'est un peu comme une famille, là, quand vous avez, 5 ou six enfants, aujourd'hui, ça arrive moins souvent. Puis là, il y a toujours quelqu'un qui va pas bien dans la famille, puis c'est lui qu'on parle ou d'elle qu'on parle, c'est non, non. Puis les autres, qui vont bien, là, les premiers de classe, les autres qui vont on n'en parle pas parce qu'ils font pas de problème. C'est oui, un peu comme ça, le Canada, ce qui lui arrive, c'est un peu ça. C'est, considéré comme un pays qui a pas de problème. C'est un pays qui a à peu près le plus grand territoire au monde, c'est peut-être le deuxième, qui est inondé de richesses naturelles, il y a pas beaucoup de monde, tout est tu sais, on occupe très peu le territoire, le nombre oui. qu'on est. On a des institutions démocratiques, on est stable, c'est sûr que le Canada est extrêmement bien vu, puis avec raison parce qu'on est un pays d'avenir, là. Oui, C'est certain, là, que on est chanceux d'avoir une organisation comme ça qui fonctionne. Bon, à l'interne, on pourrait discuter, est-ce que les provinces, elles ne pourraient pas avoir plus? C'est sûr, en tout cas, on sait ce que ça va toujours rester ça, puis on voit bien actuellement, des problèmes-là, ils vont encore survenir, là, le gouvernement canadien là, s'est avisé que les garderies, le programme des garderies, c'est un beau oui. programme. Ils vont l'appliquer partout maintenant. Ils vont le calquer sur le nôtre. Mais là, ils vont dépenser notre argent à nous, en proportion, puis nous, il faut le récupérer. Alors C'est là, ça va être une discussion puis une une négociation. négociation. Comme toujours, le problème des compensations qui n'a pas été réglé quand on Oui, n'a pas voulu régler Mitch, et ainsi de suite. Alors, oui, mais ça, c'est à l'interne. oui. Mais vu de l'extérieur, puis dans la réalité, c'est un pays qui est plein de promesses. Et pour l'avenir de nos jeunes là, qui veulent travailler puis qui veulent se préparer, là, c'est formidable. Le message pour ceux qui nous écoutent, c'est que non seulement, M. Bouchard, que vous avez confiance de l'intérieur, mais pour avoir été de l'extérieur, comme je fais souvent avec plusieurs voyages depuis le début de ma carrière, la confiance de l'extérieur est encore plus importante que notre propre confiance de l'intérieur. De l'extérieur, le pays, la province sont vus comme des espaces d'avenir, des espaces avec une richesse incroyable, tout Ben, à fait. d'abord, on est financé à l'extérieur, hein. Oui, Nos emprunts, c'est sur le marché oui, oui, international. c'est ça. Et ça compte, ça Ça aussi, là. démontre la confiance. Ah Les oui. agences de notation, il ne faut pas les oublier, vous les avez mentionnés.
c'est une interprétation, une analyse indépendante de comment est géré un gouvernement. Ça va devenir de plus en plus important. Puis je vous amènerai Ouais. peut-être avec notre relation canado-américaine qui a beaucoup changé dans les derniers mois. Comment vous voyez ça vers l'avenir? Parce que c'est sûr que Ça, c'est c'est un sûr, là, partenaire important. on dépend, pas besoin de dire à tout le monde qu'on dépend de la politique, là, Mhm. du gouvernement américain, puis des Américains. Je pense que c'est notre client à la hauteur de 85 de ce qu'on produit. C'est quand tu as un client de 85 c'est poli, hein, on lui parle poliment. Ouais. Donc, c'est un grand avantage, puis en même temps un inconvénient, parce que quand ils ont le rhume, ben, nous autres, on peut faire une pneumonie, hein? Alors, puis il y a eu des périodes fastes. Puis c'est très politique tout ça. Par exemple, moi je dirais que la période faste, là où les deux gouvernements se sont le mieux entendus, c'est durant la période de Brian Mulroney. C'était les républicains qui étaient au pouvoir. Le gouvernement Mulroney, c'était un gouvernement conservateur, mais progressiste, hein. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de différence avec les libéraux, sauf que tu es plus conscient de la responsabilité fiscale, puis de maintenir des équilibres fiscaux. Mais avec les Américains, c'est là qu'on a négocié l'accord de libre-échange, et ainsi de suite. Et c'est fait des choses formidables avec les Américains. Avec les démocrates, ça n'a pas toujours été très bon. Les libéraux ont eu leurs problèmes aussi. Du temps de Pierre-Éliott Trudeau, c'était plus que froid. Ça n'allait pas très bien. Euh, Jean Chrétien, lui-même, en général, s'entendait bien, mais quand il est arrivé la crise du Moyen-Orient, on n'a pas appuyé les Américains. Ils nous en ont voulu. Ils nous en veulent encore pour ça. Ils nous en parlent souvent, les Américains. Ils n'oublient pas ça, hein, tu sais. Quand on a eu besoin de vous, vous n'êtes pas venus. C'est exagéré, là. Mais il reste que là, il y a un gouvernement démocrate qui semble être moins ouvert sur le libre-échange, qui a pris les premières décisions. Ça a été des décisions qui ne nous ont Ah, pas ouais. favorisés. Ouais. Alors, il va falloir être. Ça va nous prendre une grande diplomatie avec les États-Unis. Il faut rétablir, puis je ne doute pas qu'on va y arriver, là, mais il faut rétablir des liens d'amitié. Puis en même temps, que ça se traduise par des avantages économiques, là. Quand on nous impose des tarifs sur l'aluminium, puis sur l'acier, puis tout ça, là, Ouais. ça ne va pas nous aider parce que c'est des Ouais. grandes industries dont on a besoin dans les régions en particulier, hein. Alors, mais ça reste une chose que les Américains, c'est un avantage qu'on a en gros d'être à côté des Américains. Vous Parce avez qu'on est commencé. dans le rayonnement économique de leur réussite. Et puis, ça reste encore une immense puissance économique. On dira tout ce qu'on voudra, là, c'est fort, les États-Unis. Il faut dire quand ils se mobilisent aussi. Là, quand ils décident de faire quelque chose, là, puis qu'ils s'entendent, là, la logistique, prenez la vaccination. Tu sais, ils sont capables vite. Il y en a des vaccins, Ils là, deviennent militaires dans leur façon. ah, la logistique, quand ils décident de fonctionner, là, tu sais, ils ont essayé, durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont essayé de faire des voitures, puis ils ont fait des chars d'assaut, puis ils ont fait des avions. Ils n'avaient jamais fait avant, des avions de chasse, puis ils ont fait des meilleurs, puis C'est c'est le ça. côté patriotique de ce pays-là qui, Ouais. Quand ils s'entendent, c'est ouais, quand ils se polarisent, ça va moins bien. Ouais. ouais. Écoutez, vous avez commencé avec le mot humain, puis vous venez de mentionner la relation entre Brian Mulroney et Ronald Reagan. C'est effectivement, quand les atomes crochus sont présents et qu'il y a une confiance entre les individus, c'est des leaders, ils peuvent amener des choses. Ah oui, avec les Bush aussi, hein? Reagan, puis avec les Bush aussi. Ouais, avec Ouais. les Bush Avec aussi. le premier Bush, le Oui, père. oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Écoutez, je vous amènerai peut-être sur un dernier sujet avant qu'on aille à la période de questions. C'est euh, comme entreprise, Raymond Chabot Grant Thornton, moi, je suis un leader de cette entreprise-là. Je suis de plus en plus conscient de l'importance des enjeux sociaux, environnementaux, de la diversité, de l'inclusion au sein, par exemple, de nos instances de gouvernance. Je sais que vous avez siégé sur plusieurs conseils d'administration d'entreprises ouvertes, même dans des organismes non lucratifs. Comment vous réagissez à l'importance de ces enjeux-là qui étaient moins présents auparavant, malheureusement? Mais ils deviennent de plus en plus, plus qu'importants, critiques, hein? C'est qu'il y a des changements Ouais. novateurs, presque révolutionnaires de ce Mhm. côté-là. Et puis, je pense que le monde est en train de réaliser que oui, on a un vrai problème environnemental, là. Ça prend un peu de temps, les mentalités, on voit qu'ils résistent, mais on va y arriver. Mais après ça, il faut que ça débouche sur des solutions. Puis les solutions, là, c'est majeur, là. C'est des investissements encore considérables.
c'est qu'on ne voudra pas abandonner la croissance économique. Hein. Je Mm. ne pense pas qu'il y a personne qui va vouloir. Il y en a peut-être qui le voudraient, mais en général, ce n'est pas la solution. Donc, on va vouloir continuer la croissance économique et ce n'est pas facile de le faire de façon durable. Puis il y a des décisions extrêmement difficiles à prendre. Encore une fois, je pense qu'il va falloir compter plus, davantage sur la science, parce que c'est la science qui va nous permettre de développer des énergies vraiment renouvelables et économiques. On n'y est pas encore vraiment. On n'y est pas encore vraiment. Tu sais, l'hydrogène, ce n'est pas encore vraiment arrivé. Mais c'est du côté de la science là, qu'il faut espérer des développements majeurs, parce qu'au rythme où on va actuellement, on n'avance pas beaucoup. On se fait des objectifs à long terme et moyen terme. On les respecte en général jamais. Et les mesures pour remplir ces engagements-là sont extrêmement coûteuses, ont beaucoup de répercussions. Ça, c'est un grand débat. La diversité, évidemment, on n'y échappera pas. Nos sociétés changent, leur configuration se modifie radicalement. Alors, le gouvernement du Québec, par exemple, prenez à Québec, c'est des fonctionnaires blancs, hein, Québec, blancs, francophones. Hein? C'est un autre monde, là, tu sais. Il y a la question de la représentativité, évidemment. Ah oui, mais quand même, il va falloir ouvrir, là, puis accepter les nouvelles réalités. On a besoin d'immigration, on a besoin d'immigrants. Mhm. Alors, il va falloir accepter l'interculturalisme, puis le pratiquer, puis le gérer correctement. Mais ça, c'est un grand débat, mais je ne crois pas beaucoup à la coercition. Les mesures là, imposées par force, là. Mhm. Puis un grand débat qu'on a tous, c'est la présence des femmes au sein des conseils d'administration puis des postes de décision. Alors ça, évidemment, il y a beaucoup de femmes qui pensent que ça va pas assez vite. Est-ce qu'on devrait imposer des quotas? Ben, moi, justement, j'hésiterais avant de faire ça. Imposer des quotas, dire, par exemple, les conseils d'administration de corporations inscrites en bourse vont devoir, je ne sais pas moi, compter sur, je sais pas, 40-50% de femmes au sein du conseil. Pas sûr que c'est la solution. Je pense qu'on devrait accentuer davantage ce qui est entrepris parce que ça bouge là, actuellement, là. Ça a Oui. changé. Là, tu sais, on en voit beaucoup, beaucoup de femmes dans les postes de décision importantes. Et moi, je crois beaucoup que ça va résulter, enfin, peut-être que je me trompe, que je suis naïf, mais ça va résulter en grande partie de la création d'une masse critique de jeunes femmes il y a de plus en plus de femmes qui vont à l'université, on le sait. Sur 10 finissants dans les facultés, à peu près, la majorité des meilleurs finissants, c'est les femmes, vous savez. Quand on recrute, on se rend compte de ça. Donc, il y a beaucoup de jeunes femmes qui entrent sur le marché du travail puis qui sont en train de faire une ascension dans les institutions puis les corporations. Et inévitablement, par la force des choses, par le poids du nombre aussi, tu sais, les gens veulent avoir des femmes au sein des conseils. Il va y avoir de moins en moins d'hommes de l'ancien Boys Club là, qui vont être présents là. Et on voit bien, par exemple, que quand il y a des vacances, les conseils d'administration, les gens pensent tout de suite, on va trouver une femme compétente là, pour accroître le ratio. Actuellement, il est plus ou moins de l'ordre de 30 je pense, hein, dans les conseils d'administration. Puis ça va monter, 40. Puis à un moment donné, ça va être je pense. Mais il ne faut pas que ça prenne trop de temps parce que les gens vont s'impatienter, puis faut faire ça assez. Mais je crois pas. J'hésiterais, moi, en tout cas, avant d'imposer des mesures coercitives par des quotas. Monsieur Bouchard, on arrive à la fin. Il reste 4 minutes. J'ai passé à travers les questions qui ont été posées. Il y en a encore beaucoup. J'ai essayé de capturer les 3 thèmes les plus importants. Donc, j'aimerais peut-être terminer avec une question assez large, puis vous laisser aller là-dessus. On se projette dans 5 ans, Monsieur Bouchard, puis on regarde vers l'arrière. On regarde et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? C'est quoi les leçons qu'on a tirées de cette situation-là? Puis en même temps, je vais vous poser 2 autres questions qui viennent de la liste de questions qui reviennent souvent. Vos commentaires sur l'immigration et sur la pénurie de main-d'œuvre qui continue. Parfois, ce n'est pas parce qu'il manque de monde, mais il manque de monde spécialisé. On le sait, nous autres, même dans notre secteur d'activité, partout à travers le Québec, ça demeure un enjeu important. Puis si vous aviez un message à transmettre aux jeunes sur l'appel, parce que j'ai reçu des questions qui disent, à titre d'exemple, comme jeune professionnel, M. Bouchard, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer et m'éclater à l'intérieur de ma carrière
puis grandir, puis continuer à évoluer dans cette carrière-là. Fait que c'est l'ensemble des questions que j'ai pu combiner. C'est difficile de faire des leçons aux jeunes parce que moi, je suis séparé des jeunes par 2 générations, hein. Alors, pour moi, c'est difficile d'être pénétré de leurs valeurs et de comment ils voient les choses. Mais moi, je suis porté à dire à des jeunes, si on me le demande, parce que je ne suis pas un faiseur de leçons, là, mais si on me le demande, je suis porté à dire, mais préparez-vous, travaillez, travaillez fort, préparez-vous de façon équilibrée, là, parce qu'il y a une famille, c'est important d'intégrer ça à sa vie, mais préparez-vous là, parce que pour être peut-être pas le meilleur, mais parmi les meilleurs. Bon, euh, ça, je pense, c'est essentiel. Et deuxièmement, ayez confiance. Ayez confiance, mais perdez pas de temps, parce que vous pouvez penser qu'à 20 ans, 25 ans, vous avez tout le temps. Vous avez beaucoup de temps, mais vous allez vous rendre compte à un moment donné que le temps, ça passe, puis qu'il y en a de moins en moins. Donc, vous n'avez pas de temps à perdre. Autrement dit, vous avez beaucoup de temps, mais vous n'avez pas de temps à perdre. Et ayez confiance. En sachant que, puis ça, c'est un peu dysfonctionnel de parler comme ça, en sachant qu'il faut avoir confiance, mais dites-vous qu'il ne faut pas être paranoïaque, là, mais que les choses sont fragiles, que ça peut changer n'importe quel temps. C'est une chose qu'on a apprise, ça. Hein? Tu sais, on peut penser on a la technologie maintenant, on a des systèmes de transport, tout, les hôpitaux, les médecins. Il est arrivé cette affaire-là, on ne l'a pas vu venir, puis on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Donc, il va en arriver encore des choses comme ça. Il faut être préparé à ce qu'il y en ait d'autres, sans se faire l'illusion que tout est acquis, puis tout est réglé pour tout le temps. Ça va dépendre de notre capacité de s'adapter à des changements qui vont intervenir. Et pour ça, il faut se préparer, puis il faut être travaillant. Monsieur Bouchard, on arrive à la fin de notre entrevue et on a l'habitude de terminer à l'heure, fait que je vais essayer de conclure, OK? Même sur les leçons apprises, moi, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup d'optimisme vis-à-vis l'avenir et la capacité de relance de notre pays. Le refrain d'être préparé est revenu à 3 ou 4 reprises, même avec notre premier ministre actuel. Donc, préparez-vous. L'autre refrain qui est revenu, c'est la confiance. J'adore la confiance, mais je veux dire, comme on a le droit d'avoir confiance. Il y a une grande richesse à l'intérieur de notre. Puis le potentiel n'est pas atteint. Donc, il y a énormément de richesse à l'intérieur du Canada, du Québec. Ça a été encore une fois, M. Bouchard, pour moi, un plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous. Je pense qu'on a réussi à faire ce que j'avais comme objectif, une conversation intime en privé, comme si on était dans notre salon, et on a oublié qu'il y avait près de 1000 personnes, 1300 enregistrés, près de 1000 personnes sur la ligne. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Fait que là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et je vous remercie encore une fois au nom de tout le monde qui est sur la ligne. Un vrai délice. Merci. Bonne journée à vous et à tout le monde. Merci. Merci.